Madame, Monsieur, rebonjour. 11 septembre 2001, une date qui a marqué le monde entier et qui suscite toujours, 10 ans plus tard, beaucoup de questions. Un tel cauchemar est-il possible, probable aujourd'hui, dans le monde ou chez nous? Certains défendent-ils encore la thèse de la conspiration? Comment les musulmans de Belgique ont-ils vécu cet attentat et quelles en ont été les conséquences sociales dans leur quotidien? Comment ont réagi les responsables de la sécurité et du renseignement après ce terrible échec? Qu'est-ce qui a changé dans ce monde de l'ombre et du secret? Mes invités ce dimanche, le ministre de la Défense CDNV, Peter De Crème, Isabelle Durand, députée européenne. Elle était à New York il y a 10 ans. André Van Doren, directeur de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace. Semsettine Ugurlu, président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Claude Modiquet, expert en contre-terrorisme et directeur de l'ESISC. Michel Collomb, journaliste d'investigation. Joseph Enrotin, expert militaire du réseau multidisciplinaire des études stratégiques. John Miller, journaliste au Wall Street Journal. Et puis nous accueillerons aussi un témoin, Pierre, son frère a été victime dans les tours, et bien entendu l'ambassadeur aussi des États-Unis. Et puis en fin d'émission, les yeux dans les yeux avec Olivier Benguin qui, vous le savez, fait beaucoup de bruit politique aujourd'hui. Alors la question qu'on a posée sur notre site rtlinfo.be, craignez-vous qu'un nouveau 11 septembre soit encore possible aujourd'hui? Vous votez, 71% disent que oui, 29 que non. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter par Skype durant l'émission et passer en direct sur l'antenne avec vos remarques et vos questions. Alors, pour commencer cette émission, je vous propose de revoir cette image du président Bush apprenant la nouvelle et la totale surprise sur son visage. Alors, John Miller, cette image est frappante. Il n'en revient pas, il ne s'attendait à rien, alors que des messages quand même venaient du FBI et de la CIA que quelque chose se préparait. C'est la grande tragédie qui a été confirmée par l'investigation du Congrès, qu'il y a eu une incompétence incroyable des services secrets, de la FBI, de la CIA, qui n'ont pas communiqué sur des choses importantes. Et Bush et son administration a justement mis ça un peu en derrière-plan par rapport à d'autres dossiers. Oui. Et ça, c'est la grande tragédie, bien sûr. Alors, Claude Modiquet, dans le livre que vous venez d'écrire, vous dites que le 15 août, un ami proche du Mossad vous dit qu'il se prépare quelque chose d'énorme, je cite, dans la sphère djihadiste sunnite. Et la DGSE, les services secrets, puisqu'à l'époque, vous étiez un peu, enfin de James Bond, j'exagère, mais un agent secret, vous répond, oui, quelque chose se prépare et quelqu'un d'intéressant a été arrêté. Alors je me dis naïvement que si vous, agent secret français, on vous prévient que quelque chose se trame, j'imagine que côté Amérique, ils étaient prévenus. Mais prévenir, c'est quoi? Il y avait beaucoup de rumeurs depuis des mois sur des choses qui se passaient dans la sphère djihadiste proche de Ben Laden, dans Al-Qaïda. Et effectivement, en août, il y a une arrestation, celle de Jamel Begal, qui revient du Pakistan, qui va vers l'Europe, oui, qui est arrêté à Bahreïn. Et les Bahreïniens ont des méthodes d'interrogatoire qui ne sont pas les mêmes que celles des Européens, et obtiennent assez rapidement des informations. À partir de ce moment-là, nous savons que se prépare un attentat contre l'ambassade américaine à Paris. Et pour nous, c'est quelque chose d'énorme, parce que d'abord, à l'époque, je suis dans les services français, c'est la France, et l'attentat le plus réussi d'Al-Qaïda à ce jour, ça avait été les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et à Nairobi. Donc passer d'ambassade américaine en Afrique à passer au cœur de l'Europe, à Paris, l'ambassade américaine, place de la Concorde, c'était quelque chose d'énorme. On s'est braqué là-dessus, on n'a pas vu le reste. Mais le reste, je pense qu'on ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Alors que tous les éléments étaient là. C'est pas vrai. C'est une vision un peu journalistique a posteriori. Oui. Les informations les plus précises, les plus updatées que les Américains, les autorités supérieures aient avant le 11 septembre, c'est de savoir que des ressortissants moyen-orientaux proches d'Al-Qaïda s'entraînent pour prendre le contrôle d'avions pour les détourner. Ben voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous empêchez tous les moyen-orientaux de monter dans un avion? J'imagine vous faites rien avec ça. Avec la technologie, on peut voir certaines personnes d'origine arabe qui prennent des cours. Donc on empêche les Arabes de monter dans les avions. C'est pas faisable. Ils prennent des cours. C'est pas faisable. Et puis 100% des tournements d'avion sont arrivés à la fin par des atterrissages, des prises d'otages, etc. Alors Peter De Crème, vous qui êtes maintenant ministre de la Défense,
Comment vous voyez ça 10 ans après? On aurait pu empêcher ce 11 septembre? Oui, il y avait des indications, bien entendu. La façon dont la commission d'enquête aux États-Unis a donc fait quand même des recommandations était en fait très confrontante. Ce qui était quand même très spécifique était aussi la façon dont le gouvernement belge, à l'époque, a traité les dossiers, qui était quand même pas un dossier très difficile, qui était un dossier très difficile. On était en même temps président, on détenait la présidence européenne. C'était votre ami André Flau qui était à votre place. Oui, mais en fait, le gouvernement belge a pris des décisions qui étaient des décisions très contradictoires. La façon dont le dossier a été mené, par exemple. Vous le critiquez encore aujourd'hui? Mais donc, par exemple, les socialistes flamands ont demandé, lorsqu'on était en réunion au sein de l'OTAN, d'avoir une interprétation de l'article 5 du traité de l'OTAN. Oui. En fait, c'était à la déception générale. Deuxièmement, par exemple, le ministère de la Défense, à la demande donc des Américains, mais aussi dans des accords qui étaient convenus, a interdit, par exemple, le ravitaillement des troupes américaines dans le port d'Anvers, l'interdiction du survol du territoire belge. Et donc, ça nous a coûté quand même très cher. Et par après, on s'est vu qu'on était tout à fait isolés. Et la façon dont on a traité ce dossier, et à cela s'ajoutait aussi, par exemple, l'application de la compétence universelle, n'était quand même pas un exemple. Il nous a fallu une décennie pour rétablir la confiance. Oui. Alors, Monsieur Henrotin, ce qui est aussi frappant, et je pose la question aussi à Monsieur Millet, c'est le président des États-Unis qui, je crois, a erré pendant 9 heures dans son avion. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient vraiment désarçonnés au plus haut niveau de l'État? Voilà, alors le 11 septembre, c'est une des rares surprises stratégiques, ce qu'on appelle une surprise stratégique à l'échelle de l'histoire. La surprise stratégique, vous avez Pearl Harbor, pardon. Oui. Vous avez l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands en 41, alors que bon, il y a un accord de non-agression. Et donc, en fait, le propre d'une surprise stratégique, c'est qu'évidemment, vous êtes surpris. Alors, vous pouvez avoir des signaux faibles, dans tout un bruit de fond informationnel sur tout ce qui se passe à l'échelle du monde en permanence, avec effectivement quelque part des rumeurs que des types pourraient s'emparer d'avions, les transformer en missiles de croisière, etc. Ça, c'est des trucs qu'on connaît bien au niveau de la sociologie des intelligence studies. Maintenant, pratiquement, c'est normal quand quelque chose d'aussi énorme se produit sur votre territoire. Le territoire, ce qu'on appelle CONUS, donc le Continental United States, n'a jamais été attaqué par un intervenant extérieur. Le seul cas de figure, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, quand des ballons d'attaque japonais ont atterri aux États-Unis, ont fait 2 morts. Après ça, vous avez Pearl Harbor. Donc imaginez-vous, remettez-vous dans la tête finalement de l'Américain moyen, et y compris du président américain à ce moment-là. Ça ne s'était jamais produit, c'était totalement improbable que ça se produise, et ça s'est produit. Alors, M. Miller, il est resté dans son avion de peur que quoi? Qu'il soit touché à la Maison-Blanche Oui, il y avait l'idée America under attack, donc on ne savait pas s'il y avait 3 avions, 4 avions, 15 avions, 20 avions. Il y avait des gens c'est quand même invraisemblable pour la plus grande fuyaient, puissance mondiale. On fuyait à la Maison-Blanche, il y avait des talons qui sont restés dans le gazon, parce qu'on courait pour fuir la Maison-Blanche. On a peur qu'il y avait un missile sur la Maison-Blanche. Et donc il y avait donc une certaine incompétence qu'on a réussi à... vous dites incompétence? Bien sûr, parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver. Mais aussi un choc, un chaos qui a mené à ça. Oui. Alors justement, incompétence, Claude Moniquet, est-ce que ça veut dire que les services entre eux n'ont pas communiqué alors qu'ils avaient des tas d'éléments? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire effectivement qu'il y a eu une mauvaise communication déjà à l'intérieur des services. Par exemple, au sein du FBI, il y a à l'époque ce qu'on appelle le wall, le mur, qui interdit la communication d'informations entre les gens qui font de l'information criminelle à but judiciaire et les gens qui font du renseignement, contre-espionnage au terrorisme. Ils ne peuvent pas croiser leurs fichiers. Deuxièmement, la communication entre agences. Le FBI, la CIA sait que des terroristes proches d'Al-Qaïda ont participé à une réunion de planification d'attentats en Malaisie. Elle ne communique pas l'information au FBI, qui donc ne pourra pas les mettre sur les no-fly list, qui les aurait empêchés d'entrer sur le territoire américain pour le 11 septembre. Mais aussi incompétence politique. En 1996, la CIA crée Alex Station, qui est une station virtuelle qui vise uniquement à combattre Ben Laden. À 8 reprises, entre 1996 et 2001, Alex Station propose l'enlèvement ou l'élimination de Ben Laden. Et à 8 reprises, le président Clinton, pas le président Bush à l'époque, le président Clinton refuse cette option. Là, effectivement, si on avait éliminé Ben Laden à temps, on aurait peut-être empêché le 11 septembre. Ça a été l'erreur, peut-être l'incompétence?
Ça a été, à mon avis, c'est un mélange de manque de communication, de problèmes de structure et de manque de compréhension. Il y a un important responsable américain, le conseiller à la sécurité antiterroriste de Clinton puis de Bush, Richard Clark, qui à un moment, il parle tout le temps d'éliminer Ben Laden. Et un jour, à la Maison-Blanche, on lui dit, enfin, arrête avec Ben Laden. Il a tué combien d'Américains? 50. On tue plus d'Américains sur les routes aux États-Unis pendant un week-end. Isabelle Durand, alors vous étiez à Washington quand ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de panique, de non-préparation, alors que dans tous les scénarios américains de ce genre de choses, tout semble extrêmement bien concocté? Oui, donc moi j'étais en fait dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne comme président du Conseil Transport. Je commençais ma réunion avec le ministre américain des Transports au département d'État à Washington. Nous avons fait la photo traditionnelle, on s'est assis à table et très rapidement il a été averti de l'accident sur la première tour. Oui. J'ai vu évidemment son visage changer de couleur et donc c'est à ce moment-là que je lui ai posé la question et qu'il m'a dit... On a cru que c'était un accident. Il a cru que c'était encore un accident et pourtant il m'a dit entre les deux avions, puisque peu de temps après on avait l'information sur la seconde tour, il a dit c'est peut-être un accident et en même temps, disait-il spontanément, il y a eu déjà des colis piégés au WTC, il y avait déjà des choses qui lui faisaient penser après la première tour et avant la deuxième qu'il s'agissait peut-être pas seulement d'un accident. Il est clair qu'après la deuxième tour on nous a planté là et c'était un peu la panique. On vous a planté là, c'est-à-dire D'une certaine façon, tout le monde a forcément été normal que le ministre s'en aille et qu'il suspende cette réunion qui était sur un sujet. Vous avez eu peur? Oui, enfin peur en tout cas, on était très démunis, on a vu que les gens se sont mis à courir dans les couloirs, on a eu très peu de temps après l'attaque sur le Pentagone, donc à quelques kilomètres de l'endroit où nous nous trouvions, nous avons repris la voiture avec l'ambassadeur pour retourner à l'ambassade et on a entendu en radio qu'on demandait aux parents d'aller chercher les enfants à l'école, donc on avait vraiment le sentiment d'un état de guerre, enfin je veux dire, sur place c'est clair. Ceci dit, je voulais réagir à ce que disait M. De Crème, parce que je trouve que vous avez été très dur sur la réaction belge à l'époque. Pour ma part en tout cas, oui évidemment, pour ma part, en tout cas, très rapidement, on a mis en place un conseil spécial transport. Et c'est vrai, on peut discuter à l'envi s'il fallait ou non prendre des mesures sur l'interdiction que tout le monde connaît bien maintenant, des objets métalliques, des couteaux et ciseaux et autres objets dans les avions. Mais aussi, on a discuté de choses comme, par exemple, parce que c'était la première fois qu'un avion était employé comme arme et pas un simple, entre guillemets, un simple détournement. Est-ce qu'il faut mettre des armes à bord? Est-ce qu'il faut un Sky Marshal, comme le demandaient les Américains à l'époque? Et très vite après, on a eu des réactions de l'aviation civile américaine donnant des listes de passagers qu'on ne pouvait plus admettre dans les avions. Donc on a vraiment, à ce moment-là, je dirais, évité les gros dérapages. Et puis je pense que ce que vous dites sur l'OTAN est tout à fait faux. Les États-Unis se sont eux-mêmes affaiblis, je dirais, dans le post-11 septembre, avec la révélation du passé, mais aussi dans la manière dont eux-mêmes ont affaibli finalement leur image dans le monde. Et je pense que la Belgique à l'époque a bien fait d'évidemment d'être opposée à l'intervention en Irak et surtout de marquer que oui, on ne survole pas les territoires belges n'importe comment. Oui, elle s'est retrouvée toute seule à cette époque-là. Pas toute seule, il y avait la France, il y avait d'autres États. Oui, ça nous a coûté, pas du tout, au contraire, c'est qu'avec les grands États européens. Beaucoup de crédibilité. Je ne pense pas du tout, au contraire. Je pense que nous avons marqué à un moment donné, nous avons aussi su faire le retour et la renégociation. L'administration Bush s'est, sur ce terrain-là, très mal comportée. Alors, Michel Collomb, vous êtes un journaliste, vous avez parfois des idées un peu différentes de la majorité. Par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que tout ce que vous avez entendu vous semble exact, ou bien pour vous, il y a des parts d'ombre dans ce 11 septembre? Je pense que oui, il y a des parts d'ombre. N'étant pas comme d'autres dans les services secrets, je n'ai pas ce genre de confidence. La question qui me préoccupe plus dans le 11 septembre, c'est surtout comment ça se fait que ça a servi de prétexte à lancer des guerres contre l'Afghanistan et l'Irak qui en fait étaient programmées depuis longtemps, des guerres basées sur des médias mensonges et qui n'ont fait qu'aggraver le problème. Vous avez posé au tout début la question à nos spectateurs, est-ce qu'il y a un danger encore maintenant? Que ce soit possible. Et la réponse est clairement oui. Oui, on peut encore revoir les chiffres, ils ont été évolués d'ailleurs. Il faut quand même rappeler que Ben Laden, pendant 15 ans, les États-Unis, c'est eux qui l'ont financé, mis en place et aidé à faire des attentats. Et puis l'Alliance s'est retournée. Il faut quand même rappeler que les États-Unis ont utilisé toute une série de terroristes quand ça les arrangeait. Et il faut quand même rappeler que maintenant, en Libye, l'OTAN, les États-Unis, Sarkozy, la Belgique, malheureusement, vient de faire une alliance avec la section libyenne d'Al-Qaïda. Madame Durand, je voudrais bien, je ne vous ai pas interrompu, je n'étais pas d'accord avec vous, je voudrais bien que vous ayez la politesse
politesse de me laisser aller jusqu'au bout. C'est au spectateur à décider si j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Je voudrais juste conclure sans interruption qu'il faut se poser la question comment, à un moment donné, on dit qu'on combat le terrorisme et Al-Qaïda et comment, tout de suite après, en Libye, il y a ici des rapports aussi d'agents des services secrets ou d'anciens directeurs des services secrets français qui disent l'OTAN a fait en Libye une alliance avec la section d'Al-Qaïda. Est-ce que ça n'est pas en train de préparer, hélas, de gros problèmes demain? Réponse là-dessus, et puis on va parler